Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler, cette fois-ci une vidéo un peu plus courte, pour parler des fluides frigorigènes et de la climatisation. Donc là le premier ça sera vraiment sur les fluides frigorigènes, les différents types, les pourquoi, la réglementation, etc. Donc on va commencer tout de suite avec les types de réfrigérants. Le réfrigérant fluide frigorigène c'est la même chose, juste une question de terme ou question de traduction aussi. Donc les premiers c'est les chlorofluorocarbures. Donc, c'était ce qui était utilisé beaucoup en climatisation originellement, notamment le R11, R12, surtout le R12, qui était utilisé pour la climatisation. Donc, leurs avantages, c'est qu'ils étaient peu chers, ils étaient assez performants, pas trop compliqués. Enfin, c'est aussi ce qui les rendait peu chers, c'est qu'ils étaient assez simples à produire. En général, d'ailleurs, ces fluides frigorigènes-là sont toujours produits à partir d'hydrocarbures. Et ils avaient aussi, enfin, tous les avantages, tout ce qu'on cherche des fluides frigorigènes, c'est-à-dire pas ou peu de corrosion, peu de dégradation dans le temps, voire pas. En fait, avec le temps, avec les cycles de chauffe, etc., les molécules peuvent se séparer et ce qui va poser des problèmes. On cherche aussi à avoir des bonnes performances, donc un bon COP, et aussi en fonction de l'installation dans laquelle on veut mettre, on cherche aussi que ça soit pas inflammable, pas toxique. S'il y a une fuite, on va éviter les incendies, on va aussi éviter que des gens meurent en cas de fuite de fluide frigorigène. Le problème de ces fluides-là, c'était qu'ils détruisaient la couche d'ozone. Parce que le premier C de CFC, c'est le chlore. Et les fluides chlorés avaient tendance à détruire la couche d'ozone. Le chlore était assez agressif, alors je ne vous dirai pas en détail les réactions chimiques qu'il y a, mais ça avait tendance à détruire la couche d'ozone qu'on avait. Donc on avait le fameux trou dans la couche d'ozone. Ça a été assez simple à résoudre. On a interdit ces fluides-là progressivement à partir de 1987, le temps de développer les alternatives. Et on avait déjà des alternatives qui allaient très bien, sauf qu'elles étaient plus contraignantes à utiliser. Par exemple, le CO2 ou l'ammoniac existait déjà, mais ou même l'eau avait plus de contraintes sur l'utilisation et pas forcément les, les bonnes plages d'utilisation. Donc on a dû développer d'autres fluides, donc ce qu'on va voir après. Aujourd'hui, vous avez quasi aucune chance de tomber en France, en tout cas sur une installation au CFC. Même dans la plupart des pays du monde, ça a été progressivement interdit. Peut-être que qu'en Afrique ou en Asie, vous pouvez tomber sur des vieilles installations qui auraient été plutôt étanches de R12, mais en général des petites installations parce que la réglementation fait que de toute façon on ne peut plus faire la maintenance de ça. On peut si on avait récupéré d'un autre site ou autre des bouteilles de R12 d'une autre installation, on ne peut plus les remettre dans une nouvelle installation. Donc il y a vraiment quasi tous les pays dans lesquels c'est interdit, donc vous n'en trouverez plus. Si vous en trouvez une, le conseil que je peux vous donner, c'est de changer complètement l'installation. Enfin, d'abord, rapprochez-vous du fournisseur, s'il existe toujours, enfin, du fabricant. C'est Carrier ou autre, un gros fabricant. Vous voyez, s'il existe toujours, s'il a des solutions de fluide de remplacement qui pourraient marcher, mais, euh, mais visez plutôt un remplacement complet pour aller une nouvelle techno, des bien meilleurs COP, etc. Ça ne sera que mieux, que ça soit en chaud ou en froid, peu importe, changez-le. Donc le plus utilisé, c'était, comme je disais, le R12, qui a progressivement été remplacé par le 134A. Et avant, c'est aussi passé par une phase où on l'a remplacé par des mélanges. Donc les HCFC, c'est des fluides de transition, les hydrogéno-chlorofluorocarbures. Le principe, c'est de remplacer une partie du chlore par de l'hydrogène dans la molécule pour avoir des propriétés au final assez similaires, des fluides qui avaient tendance quand même à être un poil plus corrosifs, parce que l'hydrogène est assez réactif, donc ça a tendance à faire des fluides un peu plus corrosifs et de ça, mais ça restait quand même très bien. Ça a été utilisé pendant pas mal de temps pour la transition. Euh, Aujourd'hui, c'est interdit depuis pas si longtemps que ça a été complètement interdit.
Pour le coup, là, comme il y a eu beaucoup de fluides de remplacement et tout ça, vous en retrouverez peut-être des installations. Ça doit dater, mais les installations RF2, il doit plus en rester beaucoup. Il en reste potentiellement quelques-unes, y compris en France. Des installations qui auraient eu très peu de fuites et où il n'y aurait pas forcément eu, voilà, personne n'aurait voulu absolument la faire tourner jusqu'au bout, ou peut-être dans des équipements divers, pas forcément liés à des pures machines frigo telles qu'on connaît à type CleanPack. On les trouvait, j'en ai pas parlé avant, mais les fluides frigorigènes HCFC, on les retrouve en pur et en mélange. Donc le principe bon, du pur, voilà, c'est juste la molécule. Et les mélanges, c'est les mélanger avec d'autres fluides pour avoir d'autres propriétés, changer un petit peu les pressions, etc. Ça peut générer des contraintes en fonction des mélanges qu'on va faire. Ça, on le verra plus tard quand on parlera des différents, de la nomenclature et des numéros. On parlera des fluides mélangés. Maintenant, les fluides qu'on a actuellement, c'est les HFC, qui sont des hydrocarbures halogénés, enfin comme les autres d'ailleurs, hydrofluorocarbures. Le principe, c'est que ceux-là, ils ne détruisent pas la couche d'ozone, donc ils ont, on le verra après, un ODP, un Ozone Depression Potential de 0, pas de destruction de la couche d'ozone. C'est des fluides qui sont quand même assez performants et tout ça. On en a pas mal, on connaît les principaux, hein, notamment le 134A qui est beaucoup utilisé en clim, qui en plus a l'avantage d'être un fluide pur. Mais on a aussi ce qu'on va retrouver, les fluides frigo, on va dire plus pour, enfin, pompe à chaleur clim, mais qu'on va trouver dans les plus petits équipements, qui sont le 404A, 407A, 407C, 410A, qu'on retrouve et notamment le 507 aussi, plus rare, mais qu'on retrouve, qui est plus récent. Dans les nouvelles installations, on retrouve aussi des R32. J'ai du pur, mais j'ai un doute que ça soit pur, parce que normalement dans la nomenclature c'est censé être pur, mais il y a de plus en plus d'exceptions dans la nomenclature. Donc voilà, mais le R32 vous le trouvez dans des petites installations. Il a l'inconvénient d'être de, de pouvoir brûler, d'être inflammable. Donc c'est vraiment limité à des petites installations. Le problème à venir avec ces fluides-là, c'est qu'ils vont être interdits à cause du réchauffement climatique. Ils ont un fort impact sur le réchauffement climatique, donc pour vous donner l'ordre de grandeur, on verra plus en détail ça, mais si vous avez une fuite de 1 kg d'un de ces fluides-là, vous avez l'équivalent en CO2. Pour 1 kg de fluide, vous avez un équivalent peut-être à 2000 kg, 3000 kg, 4000 kg de CO2 émis. Donc, quand vous avez des grosses installations, type vraiment des installations pour des réseaux de chaleur ou pour des gros bâtiments où ça se compte en tonnes de fluide frigo à l'intérieur, et bien ça crée de sacrés problèmes. Les fuites chaque année sont assez importantes et c'est pour ça qu'au fur et à mesure on les interdit. Et notamment aussi quand on démantèle, il y a potentiellement aussi des fuites, différentes fuites et ça a un impact. Et ça a peut-être moins d'impact en France où il y a plus de maintenance et plus suivi. Mais il y a des pays où la maintenance est plus, on va dire, moins cadrée et tout ça. Et on va avoir quand la personne va changer le fluide, elle va peut-être juste ouvrir la vanne et tout purger à l'atmosphère et ça sera problématique. On a peut-être des installations aussi, on n'a pas de détection. On fait jamais de détection de fuite dessus, donc on a potentiellement des installations qui fuient beaucoup, on utilise beaucoup de fluides frigorigènes, et ça pose un problème pour le réchauffement climatique. C'est un des facteurs qui augmente le réchauffement climatique. Le truc, c'est que ces fluides-là sont très utilisés, donc la transition est assez lente et beaucoup plus étalée. Ensuite, on a les hydrocarbures. Donc là, c'est principalement des fluides frigo qu'on limite à des petites quantités. Ils ont l'avantage d'être non toxiques, assez performants. Ça reste aussi, c'est des fluides purs, c'est aussi leur avantage. Le problème, c'est qu'ils participent un peu au réchauffement climatique et ils sont surtout très inflammables. Donc pour le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est pas encore un problème parce que on a d'autres chats à fouetter, on va dire.
mais ces hydrocarbures-là émettent quand même plus de CO2 que juste une molécule de CO2 à kilogramme équivalent. Donc certains commencent à être, enfin, vont être interdits. C'est surtout à cause de leur côté inflammable, on ne peut pas l'utiliser dans les grosses installations parce que quand on a un réseau de chaleur ou un réseau de froid où on a une grosse pompe à chaleur et plusieurs tonnes de fluide frigorigène dedans, eh bien si on a un incendie ou autre, eh bien, ça va poser un gros souci, quoi. On a une grosse masse combustible à l'intérieur. Du coup, on peut juste pas utiliser ce type de fluide-là à cause du côté inflammable. Surtout dans des milieux aussi fermés où justement il peut y avoir une bulle de gaz, ben, ça fait une poche de gaz dans le local. Et si on a une source, une étincelle parce qu'on a un disjoncteur qui se déclenche ou ce genre de choses qui va créer un arc, parce qu'on a quand même pas mal de puissance, et on va avoir un problème. C'est donc dans ces fluides-là, on retrouve le R290 qui est le propane. Le butane, c'est le R600, R600A pour l'isobutane, 601 pour le pentane. Et on a comme ça pentane, isobutane et tous les fluides frigo classiques. Enfin, tous les hydrocarbures classiques. Tous les CH, on va dire C1, H4 et ensuite C2, H6. Et on augmente comme ça. On ajoute un carbone, on ajoute deux hydrogènes. C'est les hydrocarbures classiques. Et ensuite, on a aussi des hydrocarbures un peu plus rares comme l'éthyléther ou le méthylformate qu'on retrouve peut-être dans des applications spécifiques. Moi, j'en ai jamais rencontré. Puis on a aussi quelques mélanges, le R422D. Puis on retrouve aussi des hydrocarbures dans des mélanges autres, mais qui sont pas pour le coup constitués pleinement d'hydrocarbures. Et on les retrouve notamment dans les frigidaires ou dans les clims pour les voitures. Parce que dans les clims pour les voitures, de toute façon, à côté, on a pas mal d'essence, donc un peu de gaz pour la clim de la voiture, on s'en fiche un peu. C'est pas ça qui va poser un problème, en plus sur voiture. Et à l'extérieur, si on a une fuite, même dans un parking fermé, les quantités seront moindres et on va être en dessous de. On n'aura pas assez de gaz pour autant que ce soit avec la dilution dans l'air, que ce soit inflammable. Et dans les frigidaires, parce on a des très petites quantités aussi. Et pareil, on est dans une pièce, en général, la cuisine n'est pas non plus toute petite, c'est pas isolé. En cas de fuite, ça pose pas de souci. Enfin, enfin presque enfin, on a les inorganiques, qui sont des fluides frigorigènes qui sont à très bas coût parce qu'on est vraiment sur des molécules naturelles pour la plupart. Donc en gros là, vous pouvez vous faire les choses qu'on va retrouver le plus sur Terre, enfin, on va dire les choses qu'on retrouve facilement. L'eau, l'ammoniac, le CO2. on- Après on en a plein d'autres, hein. On a aussi les gaz rares qui sont parfois utilisés pour du froid très négatif, type hélium. On pourrait aussi utiliser de l'hydrogène. Le problème, c'est que c'est hautement explosif. Donc voilà. C'est pas mal utilisé dans les grosses installations parce que, d'une part, pour la plupart, ils sont pas inflammables. Donc on peut en mettre des grosses quantités. Et en plus, dans les grosses installations, par exemple pour le côté l'ammoniac qui est toxique, on met des détections. On a une réglementation assez forte sur la détection quand on utilise de l'ammoniac. Donc dès qu'on a une fuite, ben, voilà, on a des alarmes et tout ça. Par contre, dans les petites installations, il n'y a pas ce genre de dispositif. C'est trop petit pour qu'on mette ce genre de dispositif. Donc, et puis ces dispositifs-là de détection coûtent assez cher. Donc c'est pour ça qu'on va pas trop en retrouver dans les petites installations, surtout dans les grosses installations. Et aussi, c'est souvent dans des cascades ou des choses comme ça. Donc ça fait des. Voilà, c'est des grosses installations avec des contraintes spécifiques. Ils sont adaptés. Le CO2 pour du très froid. On peut aussi l'utiliser en subcritique. C'est Voilà pour les inorganiques. Et maintenant, les fluides qu'on retrouve de plus en plus, qui sont un petit peu les nouveaux fluides actuellement, c'est les HFO et les HCFO, les hydrofluorooléfines et les hydrochlorofluorooléfines. Euh, L'objectif, c'était d'avoir des fluides, de proposer des fluides frigorigènes qui sont équivalents au HFC en termes de contraintes,
qui vont avoir des performances similaires, qui seront pas inflammables, pas toxiques, enfin un petit peu comme les HFC en fait, hein. Enfin ou pas ou peu toxiques on va dire, des contraintes similaires et les utiliser pour un petit peu toutes les installations, on va dire grand public, les petites et moyennes installations. On va dire surtout pour les moyennes installations, donc ça va de la pompe à chaleur et de la climatisation individuelle à des installations pour des immeubles ou des choses comme ça. Les problèmes aujourd'hui, on n'en a pas. On n'a aucune interdiction là-dessus. Ils ont en général des équivalents CO2 inférieurs à 10, voire pour la plupart inférieurs à rien. Donc c'est très très bien. Les principaux, enfin, et vous les trouvez aussi dans les grosses installations. Moi, j'en ai fait avec des grosses installations pour des gros groupes froids, pour des réseaux de chaleur, où on utilise notamment ces fluides-là. De mémoire, c'est le 1234 YF qu'on avait utilisé. Parce que même si aujourd'hui on pourrait utiliser d'autres choses, par rapport aux contraintes à venir, et vu que pour les réseaux de chaleur, ils voient à long terme, ils veulent que leur installation fonctionne longtemps, donc ils préfèrent viser des flux frigo qui vont tenir longtemps dans le temps, qui seront le moins concernés possible par les interdictions, et tout ça, même si ça coûte un peu plus cher d'avoir ce genre d'installation. Par exemple, autant en France et relativement en Europe, c'est des fluides frigorigènes qui se développent, autant aux Émirats ou dans les pays, on va dire, les pays pétroliers, c'est des fluides frigorigènes où aujourd'hui ça coûte un peu plus cher. Eux, ils installent des chillers en ligne, ils en installent plein, un petit peu comme les installations aussi, tout ce qui est marché chinois et asiatique. Ces contraintes-là, pour le moment, ils s'en fichent. Et puis après, ça sera la réglementation du pays aussi. Ces autres contraintes, c'est pas forcément des fluides qui percent. Ça commence à percer. Les Émirats ou Dubaï, par exemple, commencent à s'y intéresser parce qu'ils ont aussi les sous à côté pour avoir ce genre d'installation. Donc, et puis ça fait aussi le côté image, voilà, moins d'émissions et tout ça. Donc, ça commence à venir. Sur le marché asiatique, je connais pas le détail. J'ai jamais fait d'installation pour l'Asie, donc je ne sais pas. Je pourrais me renseigner auprès d'amis qui en font. Mais voilà. Alors, maintenant, on va passer à la classification des fluides frigo, la nomenclature. Donc grossièrement de R1 à R199, on a des fluides en général purs. Il y a potentiellement des exceptions. On y retrouve les HFC, les HFC, HFO. Alors, vous retrouverez aujourd'hui ça a moins d'importance parce qu'on retrouve plus que les HFO. Mais à la base, on avait aussi une nomenclature avec le fait que, enfin, des opérations, en gros, pour le R134A, ben, le 1 donnait le nombre de molécules de carbone, le 2 le nombre de molécules euh, d'hydro, enfin, ou de fluor, et le 3 enfin, le troisième nombre, l'oxygène, etc. On avait un système de nomenclature comme ça dans lequel il y avait des opérations. C'était le 134A, c'était au 1, on ajoutait le nombre 2 et puis ça donnait le nombre de molécules de, etc. Vous avez compris le principe. Donc les principaux, enfin on les a vus, les R12, R22, R32. Non, les deux premiers sont interdits. Le 134A qui est aussi très développé et on les retrouve beaucoup dans des mélanges. Et également ce que je peux vous dire, c'est que la lettre qu'on va trouver après le 134A, comme pour les autres d'ailleurs, le 404A, 404C, etc., euh, c'est les, comment dire? En fait, sur une même molécule, on a moyen de l'assembler en fait, enfin, en ayant autant d'atomes de carbone, d'hydrogène, de fluor, euh, on a moyen de l'assembler différemment. D'ailleurs, je me suis trompé là, c'est les HFC, pas les HFO. Ça, je trouvais bizarre. Donc, cette lettre-là, ça va être enfin,
sur un même fluide frigo, enfin, vous avez sûrement le 134B qui existe, qui n'a pas percé, mais qui existe sûrement, le 134C, et vous en avez potentiellement d'autres comme ça, et il se trouve que c'est le 134K qui était potentiellement le premier sur lequel qu'ils ont synthétisé, qui était celui qui a été retenu, mais qui correspond entre le A et le B, vous aurez autant de molécules, enfin, autant d'hydrogène, etc., autant plutôt d'atomes de chaque élément. Par contre, vous aurez un assemblage différent, comme par exemple entre le pentane, l'isopentane, etc. Et les N-octanes, etc. De R200 à R299, vous avez les hydrocarbures que l'on retrouve, on peut aussi en retrouver du côté des fluides purs, notamment le méthane se retrouve du côté des fluides purs, enfin des R700. Pour le R300, R400, on n'a pas de, je n'ai trouvé aucun fluide connu utilisé en tout cas dans cette plage-là. R400 à R500, c'est même R400 à R600, c'est les mélanges. Donc de 400 à 500, c'est les mélanges zéotropiques. Et de 500 à 600, c'est les mélanges azéotropiques. J'en ai fait des petites fautes dans le PowerPoint. Alors, ce que ça veut dire en fait, zéotropique et azéotropique, c'est le fait que comme on a des mélanges, on va avoir un changement de température à pression, enfin, le changement d'état à pression constante ne va changer de température en fait. Parce qu'on va avoir un fluide qui va commencer à changer de température, enfin à changer d'état plutôt, qui va commencer par exemple à se liquéfier à, à 40 degrés, ou, ou non, pour prendre plus une application froid, par exemple à moins 10 degrés, et à moins 15 degrés, ben, vous aurez le dernier changement d'état, donc au fur et à mesure qu'on a un mélange, et puis avec les pressions partielles à l'intérieur, on va commencer à se liquéfier à moins 10 degrés, même si on maintient la pression constante, qu'on continue à refroidir, à la fin on sera à moins 15 par exemple. On aurait 5 degrés de glissement. Et contrairement à ça, enfin c'est ce qu'on retrouve le plus, on l'a vu, les 404, 407, 410, c'est des fluides qui sont assez utilisés. Historiquement, par contre, ils ont des inconvénients, c'est le glissement, qui rend les installations un peu plus embêtantes à piloter, avec aussi des contraintes, etc. Parce qu'on se base plus sur une température de changement d'état constante, même si elle est souvent quasi constante. On est en général à 5 degrés de glissement voilà, moyenne. Euh, pour les R500, R600, aujourd'hui on en retrouve assez peu. Euh, mais ils avaient l'avantage, enfin ils ont toujours l'avantage d'avoir une température de changement d'état constante, donc on est comme si on était sur un fluide pur. Ces mélanges, que ce soit zéotropiques ou azéotropiques, ont l'inconvénient par contre d'être des mélanges et donc d'être plus faciles à séparer, en fait, à qu'il y ait des problèmes de dégradation du fluide frigorigène. Et aussi le fait qu'on a plus d'éléments dedans, on a des compatibilités avec les huiles qui sont plus limitées. Enfin, ce qu'on veut d'une huile, c'est qu'elle se mélange pas avec le fluide frigorigène et que ça fasse pas non plus une mayonnaise. Donc on veut des fluides frigorigènes, enfin on veut des huiles qui ne se mélangent pas avec le fluide frigorigène pour pouvoir ensuite, parce qu'en fait sur un compresseur lubrifié, une partie de l'huile va partir avec le fluide frigorigène, mais on veut éviter que cette huile-là migre dans le circuit, parce que l'huile par contre, autant elle est très bien pour le compresseur, autant elle est très mauvaise pour les échangeurs, parce qu'en fait le fluide frigorigène ne va plus toucher directement l'échangeur, mais il va toucher d'abord l'huile et ensuite la paroi de l'échangeur. Donc on va avoir l'huile qui va faire comme une résistance thermique et qui va diminuer la puissance de la machine. En fait, on va avoir un échangeur qui va se retrouver à être moins efficace. Donc, sauf changer l'échangeur pour mettre un plus efficace de base pour parer à la dégradation due à ça. Et ce qu'on fait à la place en général, c'est mettre un séparateur. Et donc on veut que ça soit facile à séparer.
que pour pouvoir en fait récupérer l'huile et réinjecter l'huile à l'aspiration du compresseur. Ce qu'on met en général, c'est un séparateur à l'aval. Et donc en bas du séparateur ou en fonction du filtre ou de la technologie qui est utilisée, on va se retrouver avec l'huile. Et en fait, là, on va récupérer l'huile comme ça sera à l'aspiration du compresseur. Ça sera aspiré. Ensuite, R600 à R700, c'est les hydrocarbures. Bon, ben là, les HF, voilà. Enfin, les CF plutôt, les C1 à H4 pour le méthane, etc. Euh, ensuite, de 500 à 800, c'est les inorganiques. En fait, on utilise directement leur masse molaire en fait pour le numéro. La masse molaire de l'eau, par exemple, c'est 18 et des poussières. Donc, si on veut utiliser l'eau comme fluide frigorigène, R718, etc. L'azote aussi, le diazote, je crois que c'est 32, donc voilà, un principe. Les Hermines, c'est les nouveaux fluides frigorigènes. Donc là, pour la plupart des fluides frigorigènes avec un GW, donc Global Warming potentiel assez faible, potentiel de réchauffement climatique, aussi appelé PRG en français. Rien de spécial par rapport à la nomenclature, toujours le fait d'utiliser une lettre, enfin une ou plusieurs lettres, pour différencier les différents agencements de la molécule. Donc, les paramètres environnementaux, on a l'ODP et le GWP. Alors, c'est aussi appelé PDO en français. Donc, l'ODP, on n'en parle plus trop parce qu'aujourd'hui, tous les fluides avec un ODP supérieur à 0 ont été interdits. Donc, voilà. Ce qu'on parle surtout maintenant, c'est le GWP, qui correspond à l'équivalence au réchauffement climatique en termes de nombre équivalent de kilogrammes de CO2 pour 1 kg de fluide frigorigène. Donc le GWP du CO2 d'un kilogramme de CO2, c'est 1. Parce que c'est un kilogramme équivalent CO2. C'est l'impact que ça a sur 100 ans. On retrouve aussi en général dans la littérature les données pour 50 et 500 ans. Euh, mais voilà, ce qui est dans la réglementation, c'est, si rien n'est précisé, c'est 100 ans. On a aussi donc là-dedans, par exemple, pour l'exemple 134A, un GWP de 1430 et le R32, un GWP de 675. Côté inflammabilité et toxicité, c'est défini dans la norme EN 378 qui est assez connue. Elle est constituée, je crois, de 4 folios. Elle vous décrit qu'est-ce que vous pouvez utiliser ou pas comme fluide frigorigène en fonction du type de local, du volume du local, etc. Elle donne les inflammabilités. Alors ça récemment, il y a quelque chose qui a récemment changé sur les inflammabilités, c'est qu'on a fait une catégorie intermédiaire qui est la 2L par rapport à des fluides frigorigènes qui sont très légèrement inflammables, mais qu'on ne peut pas non plus rentrer dans 1. Donc, pour adapter un peu plus la réglementation à ces fluides-là. Ils sont malgré tout quasi pas inflammables, donc voilà. Et qu'on voulait quand même utiliser sans pour autant avoir toutes les contraintes qu'on va avoir avec un fluide frigorigène qui est dans la catégorie 2. Ça définit aussi la toxicité, donc A faiblement toxique, B fortement toxique. Et ça regroupe donc tout ça pour simplifier dans des groupes L1, L2, L3. L1 va regrouper la catégorie A1. Euh, donc les faiblement toxiques et non inflammables. Je n'ai pas l'info pour aussi les fluides donc les A, 2L vont se retrouver ou sont là-dedans. Mais voilà, ils sont ou en L1 ou en L2 et donc L3 étant entre guillemets le pire. Pour choisir un fluide frigorigène, donc ce que vous allez rader, c'est le GWP. Donc ça va être en fonction de la directive F-gaz. Donc on cherche à avoir un faible GWP. L'inflammabilité et la toxicité du fluide, donc ça c'est à 378. Par rapport à l'huile, ce que je disais, c'est qu'on veut une huile qui soit pas trop chère, facile à obtenir, etc. Et qui ne se mélange pas avec le fluide frigorigène. Donc évidemment pour les mélanges, on a souvent des plus fortes contraintes pour l'huile à cause justement de ça. Euh, donc on veut éviter que l'huile soit miscible.
On veut aussi éviter que le fluide soit corrosif parce que ça va générer des installations en inox si le fluide est corrosif ou avec des matériaux qui vont résister. On veut aussi éviter que le fluide se dégrade, ait tendance à se dégrader parce qu'en fait, sorti du compresseur, on peut être assez chaud et avec la température, le fluide a tendance à se dégrader, c'est-à-dire que les molécules, ça va casser les molécules en fait. Donc on va par exemple des hydrocarbures lourds, enfin c'est le principe du raffinage, hein, enfin du réformage plutôt, c'est de chauffer des hydrocarbures notamment, enfin, d'utiliser en fait la température chauffée ou refroidir les hydrocarbures pour en former des légers ou des lourds. Ou potentiellement aussi avec l'hydrogène, on va aussi faire du réformage pour l'hydrogène, du steam methane reforming, où on va recombiner de l'eau avec, enfin, euh, recombiner de l'eau avec du méthane. En fait, on va casser du méthane pour en faire de l'hydrogène. Et ce qu'on va aussi rader, c'est les performances du cycle frigorigène, du cycle frigorifique. On veut que pour la partie basse, la partie BP, on ait une pression qui soit en général supérieure à la pression atmosphérique, ce qui permet d'avoir les fluides dans le sens où on a le fluide frigorigène qui sort de la machine pour pouvoir le détecter et pas avoir de l'air qui rentre. Malgré tout, on a des installations, enfin nous, on a notamment avec les nouveaux fluides, des installations qui sont très légèrement, où la partie BP est très légèrement en dessous de la pression atmosphérique. Mais c'est sur des grosses installations, donc en termes de détection de fuite, il y a aussi voilà, un programme de maintenance un peu plus poussé par rapport à ça. On veut qu'on ait des bonnes chaleurs latentes, donc on veut que le fluide porte pas mal de chaleur pour limiter les débits massiques. On fait aussi gaffe à la température critique, parce que sinon on est obligé de l'utiliser en super critique. Donc c'est plus contraignant, donc c'est principalement le CO2 qu'on va utiliser en super critique, mais pour des applications bien spécifiques. On fait aussi attention à la pente des isentropes, donc on va le voir, c'est lié au fait que plus on a la pente des isentropes qui est forte, donc plus on est proche de l'horizontale, moins on est proche de la verticale, plus on va sortir chaud du compresseur de base, et en plus, quand on va appliquer le rendement, derrière, on va sortir encore plus chaud. Et puis ça va aussi faire plus de travail pour le compresseur. Donc, c'est pour ça qu'on vise des fluides frigorigènes avec une pente de l'isentrope, en tout cas sur la plage d'utilisation qu'on cherche, le plus proche possible de l'horizontale, de la verticale, pardon. Et donc la masse frigorigène du fluide, plus la masse volumique du fluide frigorigène est forte, moins le compresseur va avoir besoin de brasser de volume pour cracher le même débit massique. Pour les interdictions actuelles et à venir, donc pour le 404A, on a interdit de mettre des nouveaux appareils sur le marché depuis 2020. Euh, on interdit de recharger avec du fluide neuf, c'est-à-dire qu'on peut toujours recharger avec du fluide qu'on aurait récupéré sur notre installation. Donc en gros, il n'y a plus de production de 404A sur le marché, pour le marché français. Récemment, je crois qu'il y a eu une affaire où il y avait eu des combines, des importations, des trucs assez illégaux à ce niveau-là, mais bon, c'est illégal. Euh, et de toute façon, si vous faites attraper, voilà, ça va poser problème. Donc, autant dire que considérer que du nouveau fluide frigorigène nous en trouvera. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on peut toujours récupérer du fluide frigorigène sur d'autres installations, si besoin, le repurifier, le renettoyer, refiltrer, etc., pour le réemployer sur des installations existantes. Par contre, à partir de 2030, ça sera aussi interdit. On peut utiliser des fluides de remplacement. Le problème de ces fluides de remplacement, si vous ne trouvez pas de 404, voilà, et vous continuez à faire l'installation, c'est que la plupart de ces fluides-là, en substitut direct, donc sans changer la machine, c'est des fluides qui vont être interdits en 2022. Et 2022, c'est très bientôt. Donc voilà, parce qu'ils ont un GWP, malgré tout, trop grand. Donc ils ont fait leur boulot de substitution aujourd'hui, voilà. Donc vous avez vraiment quelque chose à faire avant fin d'année, à utiliser absolument ces fluides-là. Je vous conseille ou de changer la machine ou de demander au fabricant s'il a des huiles et des fluides frigorigènes qui pourraient s'adapter en équivalent. Voilà, donc voilà pour ça. Sur le 410A, c'est à peu près la même chose. On a aussi une interdiction, enfin,
Sauf qu'on n'a pas encore l'interdiction de mise sur le marché des petits climatiseurs en 410A. Ça, on l'aura en 2025. Donc s'ils ont moins de 3 kg de charge, donc, typiquement les petits climatiseurs murales peuvent se retrouver avec moins de 3 kg de charge. Euh, Par contre, les types pompe à chaleur, etc., ou groupe froid, ça, c'est. Vous pouvez oublier, c'est progressivement remplacé par le R32. Et maintenant, on va voir un cycle frigorigène de façon simplifiée. Alors, hop, le fluide frigorigène. On va tracer ça rapidement. Donc, par exemple, si vous faites une installation de climatisation, vous allez vous dire que, par exemple, vous voulez faire pour des frigos ou comme ça, vous allez vous mettre, vous voulez que vos frigos ils soient autour de 0 degré, proche. Donc vous allez vous mettre avec un fluide frigorigène qui va être à -5, -10. On va partir sur le principe qui serait à -10. Donc vous allez potentiellement sortir ici. Vous allez rentrer dans le compresseur, vous serez à -10. Donc vous allez partir du compresseur. Hop, bon, l'accroche est pas terrible. Euh, Théoriquement, vous êtes censé suivre l'isentrope, c'est les lignes que vous voyez bleues là. C'est vraiment pas le bon outil pour faire ça. C'est pas grave. Donc ça c'est la partie compresseur. En fait, vous allez monter en pression dans le compresseur. Sauf qu'en fait, vous ne serez pas parfait, vous ne serez pas exactement la ligne bleue, vous allez être décalé un petit peu à cause du rendement en fait. Taux de compression, etc. Les pertes que vous allez avoir. Vous allez avoir par exemple quelque chose de comme ça. Ensuite, une fois arrivé au compresseur, ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer dans le condenseur. Donc vous allez traverser le condenseur comme ceci. Donc dans ce sens-là. Donc là, vous allez être à pression, alors aux pertes de charge près, quasi à pression constante, donc avec une température de changement d'état qui va être à peu près constante, à part sur les mélanges, où vous aurez un plus grand écart, mais on va dire à peu près constante. C'est le principe, d'éviter qu'il y ait trop d'écart. Et ensuite, vous allez redescendre à travers un détendeur, donc pour faire le froid détendre le fluide. Donc là, vous êtes en partie liquide, là, vous êtes en partie gaz, donc faut forcément compresser du gaz. Et donc la cloche ici, c'est le changement d'état. Et ensuite, vous avez donc l'évaporateur ici. Donc c'est là, c'est la partie vraiment qui va vous intéresser. Donc quand vous allez faire ensuite, si vous êtes tracé ça sur un cycle frigo, le rendement, donc vous allez regarder les enthalpies du compresseur, entrée-sortie, donc les enthalpies, vous les lisez en bas, ici. Elles sont aussi reprises en haut. Donc ça va vous donner une différence d'enthalpie. Donc là, si je fais rapidement, on est à 380, on va monter jusqu'à 440, donc ça fait 60 kJ par kilogramme d'enthalpie. Donc ça va être l'enthalpie compresseur. Et ici, vous avez donc l'enthalpie donc entre 380 et 240, ce qui nous fait donc 120, 140, à peu près 140. Donc ensuite, le COP, c'est 140 divisé par nos 60. Ça va vous donner le COP du compresseur sur le papier. Après, le COP va varier en fonction de la charge du compresseur et d'autres éléments. Mais voilà. Et si ici, vous avez besoin du compresseur pour monter en température, c'est parce qu'en fait, côté condenseur, vous allez être en contact avec l'extérieur. Donc, vous allez être à une température de 40 degrés, par exemple. Donc, vous avez besoin de monter jusque-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche, etc.